Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Tracy Tarlet. Tracy est pharmacienne et dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours et en particulier comment elle évolue au sein d'un laboratoire pharmaceutique américain. Bonjour Tracy, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, super, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast parce qu'en plus, comme on dit, c'est une candidature spontanée. Donc, C'est ça. donc c'est super. Merci beaucoup de t'être proposé. Franchement, ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ton message. Donc, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu les étapes de ton parcours. Alors, je m'appelle Tracy, je viens de la Guadeloupe. J'ai fait tout mon cursus scolaire, donc maternelle, primaire, collège, lycée, jusqu'au bac en Guadeloupe. Mon bac, je l'ai eu à Versailles, au pensionnat de Versailles à Basse-Terre. Le bac en poche, je me suis envolée comme beaucoup en métropole. Donc, j'ai choisi la ville de Rouen parce que mon frère y était déjà. Ok, Et donc, ça me faisait un petit repère bien sûr. là-bas. Donc, j'ai intégré la première année commune des études de santé. À l'époque, c'était ça le nom de la première année de médecine, la PACES. Donc, j'ai fait une première année. Donc, pendant ma première année, donc au premier semestre, tu as le tronc commun. Donc, ça va, j'étais classée. Et au deuxième semestre, tu as les spécialités. Donc, en PACES, tu as les médecins, les pharmaciens, les kinés, les dentaires et je crois, et les sages-femmes, Ok, pardon, oui. Mhm. et les pharmaciens. Ok. Donc, pharmacien, médecin, kiné, sage-femme et dentaire. Ok. Ensuite, au deuxième semestre, tu as les spécialisations. Euh, donc, euh, donc là, tu peux aller dans les cours que tu veux, en fait. Et Mhm. moi, au début, je me suis envolée parce que je voulais devenir pédiatre. Ok. Depuis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, j'ai ça en tête et du coup, c'était ça dans ma tête. Sauf qu'au second semestre de ma première année à Rouen, ils ont montré des photos des enfants malades. Ah, ouais. C'est pas passé. Ouais, C'est pas j'imagine. passé. Du Mm, coup, mm, je me suis mhm. dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai fait les parents m'envoyer en France pour devenir pédiatre, mais je supporte pas de voir les enfants malades. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis renseignée, donc j'ai vu qu'il y avait une fac de bio en Guadeloupe, donc je me suis posé la question de retourner. Bon, en même temps, il fallait que je finisse mon année et j'ai posé des questions autour de moi. Et donc, bon, le concours est arrivé. Je me suis présentée au concours, mais voilà, quoi, je voulais plus faire pédiatre en fait, Ouais, ben oui. du coup, la médecine pour moi, bof. Donc, j'ai quand même passé le concours, j'ai été classée, mais voilà, j'ai pas donné suite parce que pas ce que je voulais au final. Et donc, pendant l'été, du coup, je suis rentrée grâce à la DOM. Merci la Mhm. DOM. Je suis rentrée en Guadeloupe et pendant l'été, j'ai discuté encore autour de moi. Est-ce que je reviens? Est-ce que je rentre en France? Mais si je reste en France, qu'est-ce que je fais? Enfin, France Mhm. métropolitaine, pardon. Euh, donc, si je reste en France, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, euh, Tracy, pourquoi tu veux faire bio? Ben parce que la recherche, en fait, ça m'a toujours intriguée. Et donc, ouais, c'est pour ça que je voulais faire bio. Et on m'a dit, mais Tracy, t'es déjà en médecine. Pourquoi tu restes pas en médecine et tu choisis pharma? Je dis, ben, les pharmaciens, c'est bien l'officine, mais c'est pas ce que je veux faire, la vente de médicaments, le conseil et tout. Et on m'a dit, bah, t'es pas obligé de faire officine quand tu fais pharma. Tu peux Ouais. travailler dans l'industrie pharmaceutique, tu peux Mhm. travailler à l'hôpital. Et en fait, le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Et en fait, tu peux travailler du tout début, préclinique, jusque ben, à la fabrication, au contrôle, à la libération de l'eau et oui, à la vente des médicaments au final. Donc, je ne le savais pas.
Du coup, je me suis dit, eh ben, ok, je retape ma deuxième année parce que j'ai la possibilité de le faire à Rouen et je choisirai pharma. Donc, la première année s'est bien passée. J'avais déjà les cours, je les connaissais déjà, je sélectionnais ceux dans lesquels je voulais aller. J'ai même pu me prendre un petit boulot étudiant Ah ouais. en même temps. Donc, du coup, j'ai validé ma deuxième première année. Du coup, je la valide. Et pour faire pharma, tu dois faire un stage validant Ok. pour passer de la première à la deuxième année. Donc moi, je voulais à tout prix rentrer chez moi, me ressourcer, Mhm. mes deux Mm. mois, il me les fallait. Donc, ben, j'ai cherché en Guadeloupe maître de stage. À l'époque, il y en avait trois. Ah Trois oui, maîtres de stage agréés en Guadeloupe. punaise, c'est pas Donc, je beaucoup, hein? pourrais pas te citer les Ouais, trois. Je non, me mais souviens qu'il y en avait une à Saint-Claude. c'est pas beaucoup du tout, hein? Enfin, après, Non, c'est pas du... mais c'est Ouais, quand même pas beaucoup, c'est pas quoi, tu vois? beaucoup. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un agrément en plus. D'accord, je comprends. Ouais. Donc, c'est pas tous les pharmaciens qui passent l'agrément pour être maître de stage. Et donc, en Guadeloupe, il y en avait trois. Il y en Ok. avait une à Saint-Claude et il y en avait une deuxième, je me souviens plus où. Et la troisième, c'était à Morne-à-l'Eau. Ok. C'était la pharmacie Pierre-Justin. Et c'est là que j'ai fait mon stage validant. Ça marche. Donc, je suis rentrée. Sur Ouais. dérogation, j'ai fait mon stage chez moi C'est trop bien. C'est trop ouais, bien. avec Madame Pierre Justin à l'époque, Ok. qui m'a formée au métier de pharmacien. Donc, c'est un stage de 6 semaines en officine où ton maître de stage, du coup, ben, t'apprend les bases de la pharmacie et Mhm. la reconnaissance des plantes aussi. Ok. Ouais, ça, c'est top. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc voilà, j'ai validé. Merci, Madame Pierre Justin. Et je passe en deuxième année. Donc, deuxième année, tu as un herbier à faire, mais pareil, moi, l'été, il faut que je rentre me ressourcer. Donc, Ouais. je demande une dérogation pour faire un herbier des dom-toms. Ouais, c'est top. Ouais. Mais par contre, malheureusement, pharmacopée caraïbéenne est très riche. Et donc, mes profs m'expliquent que pour faire sécher les plantes, ça va prendre un certain nombre de temps et que ça Mhm. va peut-être être compliqué pour moi de faire mon herbier. Donc, au final, j'ai fait un herbier de la métropole, mais j'ai quand même pu rentrer me ressourcer. Donc ensuite, troisième, quatrième année, cinquième année. Donc là, ce sont des stages pendant la période universitaire. Donc tu te doutes bien que je ne peux pas Mm. rentrer pour une Non, c'est semaine. sûr. Mm. Voilà, donc voilà. Et ensuite, de la cinquième à la sixième année, tu as un stage industriel à faire. En fait, en quatrième année, quand tu es en pharma, tu commences à t'orienter. Donc, ceux qui veulent faire officine ont des cours spécifiques à l'officine. Ceux qui veulent aller à l'hôpital, généralement, ils ont tous les cours, mais ils ont quelques cours d'industrie qu'ils n'ont pas. Et ceux qui veulent aller en industrie, bah, pareil, tu as des cours spécifiques à l'industrie. Ok. Et donc, en cinquième année, on fait un stage en rapport avec notre filière. Donc, moi, j'ai fait mon stage chez Servier, Ok. à l'Institut de recherche de Servier, où j'étais au pôle partenariat à la pharmacovigilance. Donc, ça y est, j'ai mis un pied dans le monde pharmaceutique, les grosses boîtes, l'industrie où dans la boîte, tu as une salle de ping-pong, tu Ah as ouais. une salle de sport. Enfin, du Ouais, coup, je vois. c'est cette représentation-là que je me faisais, mais voilà, je me doutais que ça existait en France, mais Mhm. voilà, quand tu arrives là, tu te dis, ah ouais, quand même, Ouais. il y a une petite épicerie dans le truc où tu travailles, ok. Donc ça, c'était cool. Donc en cinquième année. Et en sixième année, à la faculté de médecine de Rouen, en tout cas à l'époque, la sixième année se fait en parallèle avec un master 2 spécialisant pour les pharmaciens industriels. C'est bien ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, en industrie, tu as de la communication, tu as le Mhm. marketing, Oui. tu as la fabrication, la libération des lots, tu as la recherche clinique. Tu as plein de choses en industrie, c'est varié. Donc, c'est pour ça que la faculté de Rouen demande une vraie année de spécialisation en faisant un master 2 en parallèle de ta sixième année. Donc, moi, j'ai fait mon master 2 à l'Institut lillois de l'ingénierie de la santé pour me spécialiser en recherche clinique.
Voilà. Donc voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que oui, j'ai fait un stage aussi, au CHU de la Guadeloupe, mais c'était Mhm. juste après l'incendie. Ah ouais, Et ouais, donc, donc... ouais, c'était un peu compliqué. Donc, mon maître de stage, à l'époque, bah, j'avais déjà tout réservé, le billet d'avion, et cetera. Il m'envoie un message pour me dire: «Bon, bah, Tracy, on va pas pouvoir t'accueillir, dans les conditions, Ouais, bah, c'est qu'on sûr. avait Mm. prévues». Ouais, et donc moi, je lui dis: «Non, mais c'est pas possible, j'ai déjà tout prévu, j'ai pas de plan B. Hem, est-ce que je sais que le CHU de Pointe-à-Pitre est relié à d'autres structures. Est-ce qu'il n'y a Mhm. pas moyen que je le fasse dans une autre structure? Et là, mon maître de stage me dit, bah, écoute, Tracy, c'est vrai, tu as raison. Moi-même, je suis pharmacien au CHU de la Guadeloupe, mais j'ai aussi une casquette à l'Institut Pasteur. Ok. Donc, coucou Sébastien, coucou Stéphanie. Voilà, donc j'ai fait mon stage, c'était mon stage de quatrième année. Ok. Ouais, je crois que c'était mon stage de quatrième année, à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe, Ah, c'est top. avec Sébastien Brurec. Ok, ben génial, c'est top. Et du coup, alors je vais revenir un tout petit peu par curiosité sur le pourquoi tu voulais être pédiatre en fait. Ça venait d'où? Alors, bah, c'est mon histoire personnelle, en fait. Ok. Quand j'étais petite, comment dire? Quand j'étais petite, j'ai eu un retard de croissance, Ok. un retard saturo-pondéral lié au fait que, ben, en fait, j'étais allaitée au sein, Mhm. sauf que ma mère n'avait pas beaucoup de lait. Et donc, D'accord. à Ok. l'époque, en Guadeloupe, on te disait: «Mais non, mais c'est en tétant que le lait va venir», ce qui est Mhm. vrai aussi, Oui, mais chez certaines femmes, le bébé aura beau téter, ça viendra pas, quoi. Et donc j'ai été hospitalisée et c'est un pédiatre qui a sauvé ma vie. Donc, d'accord. Ok, je comprends ma mieux. mère a Je été comprends très mieux. pédagogue sur ça parce que je mesure 1,55 m. Pour ceux qui me Mhm. reconnaîtront, j'ai toujours été la plus petite de la classe. Mhm. 1,55 m pour 50 kilos, ça Ah passe oui, pas inaperçu non, c'est sûr. à 30 ans, voilà. Donc ma mère, elle a toujours été très pédagogue sur ça pour pas que je Mhm. complexe Ouais, bien ou pour sûr. pas que les enfants se moquent de moi ou pour que je sache quoi répondre Bien si on se sûr. moque de moi à Non, l'école, mais par c'est exemple. important. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc depuis toute petite, je sais que c'est un pédiatre qui a sauvé ma vie Ouais, et dans ma tête, d'accord. je Ok. me suis dit: «Eh ben, moi, je vais faire pareil». Je comprends bien. Non, mais je comprends, c'est important. C'est important pour moi de comprendre, du coup, parce que ça explique beaucoup d'aspects de ta personnalité, du coup, je comprends. Ben, merci beaucoup pour la présentation de ton parcours. C'est vraiment super, super riche. Et ce que je retiens, c'est que tu as toujours voulu rentrer pour pouvoir faire tes stages, pouvoir en tout cas ben, être proche de la Guadeloupe. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est un truc qu'on ressent chez tous les Antillais, de manière générale, tous les Caribéens qui sont proches de leur île. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, ben, je vais te demander de nous parler un petit peu de ce que tu fais maintenant. C'est quoi ton poste et qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis attachée de recherche clinique. Ok. Donc, il faut savoir que pour être attaché de recherche clinique, tu as pas besoin d'être pharmacien. Mhm. Tu peux, très bien faire donc le master 2 que j'ai fait, j'étais en classe sur les bancs, de la fac avec des personnes qui font exactement le même métier que moi à aujourd'hui. Ok. Le plus, en fait, d'être pharmacien, c'est que, je dirais, quand tu postules à un poste comme ça, à profil égal, expérience égale, ils savent que le pharmacien, moi, de par ma formation, j'ai vu toutes les pathologies. Oui, bien sûr. J'ai vu toutes les pathologies, de par mes stages, j'ai vu, beaucoup de choses pratiques. Je connais le fonctionnement de l'hôpital, de par ma formation de pharmacien et en plus, j'ai ce master 2 que les autres ont aussi. Donc en fait, Mhm. j'ai un diplôme en plus, Ouais, c'est ça. c'est, bon, j'aime pas trop dire que c'est plus facile, mais en gros, les recruteurs, font attention Bien sûr. à ce titre. On a Ah, c'est une, prêté ex- c'est une, serment ex- quand c'est une même, hein. expertise. Ben oui, c'est une expertise en plus. Enfin, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc je suis attachée de recherche clinique et pas besoin d'être pharmacien pour l'être. Ok. Mon rôle, donc d'abord, je vais expliquer c'est quoi la recherche clinique Mhm. pour qu'on comprenne bien. Donc la recherche clinique, c'est,
une étape clé dans l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Un médicament, il sort de la tête de beaucoup de cerveaux, il est au stade de molécule, il y en a beaucoup. On cible la molécule qui marche le mieux in vitro, on la teste chez l'animal, ce sont les phases précliniques. On n'est pas encore dans de la recherche clinique, on est dans les phases précliniques, donc on teste chez différents modèles animaux. Ensuite, on passe à l'homme. Donc on passe en phase 1, soit on peut pour évaluer la safety, donc on peut avoir recours à des patients sains qui sont pas malades. C'est juste pour évaluer la tolérance du médicament et chez certaines pathologies et pour certaines molécules qui sont assez agressives, on passe directement chez le malade en phase OK. 1. Ouais. On n'appelle pas de patients, sains, on passe directement chez le malade au vu du risque. La balance bénéfice-risque, elle est hyper importante en recherche clinique, c'est la base. Voilà, donc bon, la recherche clinique, on l'a entendu beaucoup avec le covid, mais du coup, Mmh. je Oui, c'est vais vous le important. peindre, voilà. Ouais. Donc tu as la phase 1, ensuite tu as la phase 2, dans un échantillon un peu plus important. Donc la phase 2, on évalue toujours la sécurité, mais cette fois-ci, on va aussi évaluer l'efficacité. Donc OK. c'est une phase où, si tu veux, on va avoir un échelonnage de doses. On va commencer à la plus petite dose et on va voir à quelle dose on a, cet équilibre en fait, bénéfice-risque où, on peut juger l'efficacité du traitement. C'est plus seulement la tolérance, mais là, c'est vraiment la dose tolérée. Et ensuite, on a la phase 3. Donc la phase 3, c'est dans un gros échantillon. Ça y est, on a la dose tolérée. On la teste dans un gros échantillon, donc avec des profils génétiques différents, des profils environnementaux différents. Donc ça se passe dans plusieurs régions du monde. Voilà. Et ensuite, tu as la phase 4. Donc c'est la phase post-AMM. Donc la phase 1, 2 et 3 te permettent d'avoir cette autorisation de mise sur le marché. OK. Et après, quand tu as reçu cette autorisation de mise sur le marché, tu as la phase 4. Donc le médicament, il est, commercialisé, mais c'est la phase de pharmacovigilance. Donc tu vas, prêter attention aux effets secondaires ou aux effets indésirables, du médicament. Donc c'est comment? Ben, tu suis une cohorte de patients et globalement, tu regardes ce qui se passe. Tu n'interviens pas, c'est des études non interventionnelles, ce sont des études observationnelles. Tu regardes ce qui se passe. OK. Voilà. Et OK. comment s'inscrit l'attaché de recherche clinique là-dedans? Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, attention aux complotistes, l'industrie pharmaceutique, c'est un milieu, ben, tout le monde le sait, où, comment dire? Le côté financier est non négligeable. Donc ça peut inciter à des fraudes. Mmh. Et donc, l'attaché de recherche clinique, il est là pour, une, garantir que les patients existent bien. Mmh. Quand ils existent, garantir qu'ils sont en sécurité. OK. C'est-à-dire qu'en recherche clinique, tu as un protocole qu'il faut suivre à la lettre. Si tu dévies, ça s'appelle une déviation. Et Mmh. les Mmh. déviations, ni le laboratoire, ni le centre n'en veut. Et surtout, les déviations peuvent être dangereuses pour le patient. Donc voilà, moi je suis la petite dame de 1,55 m qui va embêter les médecins, dans les hôpitaux pour être sûre que tout est bien fait dans les règles. Non, mais Donc c'est génial. Ouais, ouais, ouais. C'est voilà, super que clair, le tout ce que tu nous as dit et c'est vrai que ça permet de démystifier un peu c'est ça. tout ce qu'on entend aussi sur les labos pharmaceutiques. Donc c'est vraiment intéressant et justement, tu pas en France. Est-ce que tu peux nous dire, où tu es? Puisque tu nous as beaucoup peint ton parcours depuis la Guadeloupe jusqu'à l'Hexagone, tes Mmh. retours et cetera, tes allers-retours et là, est-ce que tu peux nous dire où tu es et exactement alors, enfin, tu nous as dit ce que tu fais, mais en tout cas, quelles sont les différences que tu as pu observer entre les labos pharmaceutiques où tu as travaillé en France et le laboratoire dans lequel tu es maintenant? Alors, donc je suis pas en France, oui et non. Ah! Alors, je travaille effectivement pour un laboratoire pharmaceutique américain. OK. Mais, comme je te l'ai dit, donc je travaille, tout le temps en anglais. Les Mhm. formations sont en anglais, j'interagis en anglais. Mais, comme je te l'ai dit, en préambule,
enfin, en recherche clinique, tu as de la phase 3 qui est dans toutes les parties du monde. Donc je travaille pour un laboratoire pharmaceutique américain, mais je suis bel et bien en France. Ah, d'accord. Voilà, donc en OK. fait, c'est un gros laboratoire. Je citerai pas son nom parce que du coup, il me faut des autorisations Bien sûr, il y pour a aucun citer son problème. nom. Voilà, donc voilà, je travaille pour eux et tu as beaucoup d'études en France, en Espagne, en Allemagne. En fait, ils sont présents partout dans le monde. Ils OK. sont présents partout dans le monde et ils ont à cœur un projet de diversité et d'inclusion Mmh. et donc je sais qu'il y a des projets aussi aux outre-mer. OK. Voilà, j'en dirai pas plus parce Mmh. que, il faut parler en connaissance de cause, mais voilà. Alors, pour les différences entre les systèmes, français, on va dire, et le système américain, heu, hem, déjà le système de santé, en Amérique n'est pas du tout le même qu'en France. Donc c'est un laboratoire américain, mais quand il a des études sur le territoire français, il adopte il adapte ces procédures à la réglementation française. Donc, c'est ce qu'on appelle les local regulations. Donc, tu as des SOP, standards procédures opérationnelles. Donc, tu as des SOP globales, donc qui viennent du siège en Amérique, et tu as des SOP locales. Donc, la SOP locale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se calque sur la SOP globale et elle adapte. OK. Donc, tu as par exemple, la sécurité sociale, clairement, pour une recherche clinique, ton patient doit faire des prélèvements sanguins. C'est pas à la sécurité sociale de payer ça, Oui. c'est au Mmh. laboratoire. Mmh. Ça, c'est une spécificité que certains pays n'ont pas. OK. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ben, super. Maintenant ma question ça sera, est-ce que tu aimerais rentrer aux Antilles, ou dans la Caraïbe? Je ne sais pas, parce que du coup ça peut être aussi plus simple de rentrer dans la Caraïbe et si oui, comment tu l'envisages? Alors oui, j'ai très envie de rentrer, hem, j'ai très envie de rentrer. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que, j'ai une vie de famille, j'ai un chéri et un petit bout et du coup, c'est beaucoup d'organisation. Ce qui me fait plaisir, c'est que, bon, je suis pas présente sur les réseaux sociaux style, Facebook, Insta et compagnie, mais je suis présente sur LinkedIn et je vois que retour au pays, c'est un sujet d'actualité, donc ça fait grave plaisir. Ça veut dire que, nous, quand on sera prêt à rentrer, il y aura des choses, de mise en place et je pense que, ce sera peut-être plus simple Mmh. que, qu'il y a quelques années. Ouais, 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 je vois. Heu, Mmh, tu raison. ce que personnellement j'ai mis en place, c'est, ben, mes stages. En fait, Oui. j'ai essayé de construire mon réseau pro, j'ai essayé de construire mon réseau pro pendant mes études. Mmh. J'ai essayé de garder contact aussi avec mes différents maîtres de stage. Bon, c'est pas un contact, de tous les jours, Bien mais, je sûr, profite de la nouvelle année, par exemple, clairement. pour dire: «Hello, je suis toujours là!» Non, mais vraiment, vraiment. Voilà, voilà. Après, c'est vrai que bon, quand on part, moi, je suis partie en me disant: «Je vais avoir mon diplôme et je vais rentrer». Je suis partie comme ça, dans cette optique-là. Sauf que, effectivement, je suis partie. Pendant mes études, bah, j'ai rencontré mon petit copain. OK, je suis restée focus dans les études, hein. Ouais, J'ai bien été sûr. diplômée, Mmh. OK. Sauf que ma moitié n'est pas un Guadeloupéen. OK, ouais. Il n'est pas un Antillais, tout court. Et donc pour lui, c'est un gros changement de rentrée. Donc voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. C'est pas la seule chose, hein, c'est pas la seule chose, mais ça fait partie Oui, des c'est choses, sûr, c'est sûr. voilà. Mmh mh. Et du coup, toi, c'est quoi ta vision un petit peu de la recherche en Guadeloupe? Parce que là, j'ai l'impression quand même que tu vois qu'il y a une dynamique qui se met en place. Toi, d'un regard extérieur, comment tu la vois, cette recherche? Alors, donc moi, je te disais que pendant mes stages, j'ai essayé de construire mon réseau pro. Donc je sais qu'en Guadeloupe, tu as un centre d'investigation clinique qui est à proximité immédiate de l'Institut Pasteur.
Donc, il y a de la recherche clinique en Guadeloupe. Ça, je ne le savais pas avant de faire mon stage à l'Institut Pasteur. Donc, quand j'ai fait mon stage à l'Institut Pasteur, j'ai posé des questions. En fait, j'ai demandé à mon maître de stage s'il savait est-ce qu'il y avait de la recherche clinique ou est-ce qu'il y avait possibilité de faire quelque chose. Euh, donc là, il m'a orienté vers quelqu'un au CHU Mhm. de la Guadeloupe. Ouais. J'oublie son nom. Mais j'ai parlé avec une doctoresse du CHU de la Guadeloupe qui a aussi cette fibre de recherche clinique et qui me disait que, bon, effectivement, c'est pas développé comme en France métropolitaine, mais voilà, la Guadeloupe, c'est quand même un département français d'outre-mer. Je te parlais de diversité et d'inclusion. Le leitmotiv de la boîte actuellement où je suis, c'est la diversité et l'inclusion. Donc là, ils ont un panel de patients français avec un patrimoine génétique relativement différent du fait de notre métissage, du fait de notre histoire. Et en fait, c'est une opportunité en fait d'avoir des patients avec ce patrimoine génétique divers. Là, il y a le séquençage génétique qui s'est popularisé, on va dire. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent connaître leurs origines ethniques et qui font ce test sur Internet où ils envoient un échantillon et ils font leur séquençage génétique. Donc, et là, tu vois que ah ben, toi, tu as 90% de Bretons alors que C'est clair. tu as les cheveux crépus. Toi, tu vois que tu as 50% de Brésiliens alors que toute ta famille est en Guadeloupe, tu connais aucun Brésilien. Donc, c'est magnifique, en fait, Ouais, je suis d'accord. notre métissage, notre histoire, c'est un plus. Donc, moi, je suis convaincue, en fait, je suis convaincue à 100% que la recherche clinique a un avenir en Guadeloupe. Il faut juste, après, c'est vrai il faut le personnel formé Mhm. pour. Il faut le personnel Mais formé oui, pour, et justement, ça, ouais, 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 mais en t'entendant, je me dis que du coup, ça serait un beau terrain d'étude par rapport au fait que comme on a beaucoup de génomes différents, enfin, notre génétique, elle est vaste. Du coup, ben, c'est vrai que ça peut être une sorte de territoire qui te permettrait, entre guillemets, enfin, qui permettrait, entre guillemets, de faire de la recherche clinique, on va dire, sur des individus qui ont déjà une génétique complètement différente. Et donc, derrière, au niveau des médicaments, ben, peut-être que ça permettrait d'aller un peu plus vite. Je sais pas si c'est clair, mais c'est l'idée que ça m'a donné un c'est peu. exactement ça. En fait, si tu veux, c'est un sujet qui me passionne. C'était Ouais. mon sujet de mémoire et je l'ai relié à mon sujet de thèse. Euh, la diversité génétique, en fait, c'est un sujet qui me passionne. Et effectivement, tu sais, les personnes qui ont un patrimoine génétique proche du continent japonais n'ont pas la même tolérance à l'alcool. Je prends cet exemple parce qu'il est très connu. Tout le monde dira, ah oui, c'est vrai. Donc, les patrimoines génétiques qui sont proches du continent japonais n'ont pas la même tolérance à l'alcool que les patrimoines génétiques qui sont proches du continent européen. Mhm. Je parle de continent parce que la génétique, c'est quelque chose de très subtil. En fait, tout à l'heure, on parlait des différences entre les États-Unis, l'Amérique et la France. Le mot race en anglais, tu vois, ça n'a pas la même signification que le mot race en français. Et donc, ce mot, il figurait beaucoup dans les protocoles. Là, je ne parle pas de la boîte où je travaille Mhm. actuellement, parce que bon, j'ai vu passer d'autres Bien protocoles. sûr, ouais. Et c'est un mot qui figurait beaucoup dans les protocoles il y a encore 10 ans et qui, à aujourd'hui, sont retirés de certains protocoles parce que tu as des études en France et tu as des traductions qui traduisent le mot race par race, d'autres qui traduisent le mot race par ethnicité, ce qui est plus correct en fait. Et donc, tu as le retrait de ce mot-là, tu as une sorte au risque de choquer et que ce soit mal interprété, c'est enlevé, sauf qu'en fait, les différences liées à notre patrimoine génétique existent bel et Bien bien. sûr. Et je trouve que c'est Euh, important à prendre en compte
Parce que du coup, alors je suis persuadée, intuitivement, hein, je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais je suis persuadée quand même qu'il faudrait prendre en compte la médecine en fonction de l'individu, en fonction de son patrimoine génétique, parce que je pense qu'il y a certaines substances qui pourraient certaines substances ou médicaments qui pourraient mieux fonctionner sur certains patrimoines génétiques que d'autres, en fait. Pour moi, c'est assez intuitif. Mais je trouve qu'on le fait pas. C'est comme un peu les médicaments qui sont pour les hommes et pour les femmes. On sait qu'il y en a certains qui fonctionnent plus pour les hommes ou pour les femmes, ou on sait qu'il faut adapter la dose, etc. Donc, intuitivement, je me dis qu'il faudrait le faire aussi pour le patrimoine génétique, tu vois. Exactement. En fait, c'est cette problématique-là, elle vient de l'histoire. En fait, si tu veux, la recherche clinique, ça nécessite beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers. Et c'est vrai que au tout début de les premières recherches cliniques, je pense qu'il y avait un profil de patient qu'on retrouvait souvent. Tu vois, c'est maintenant que tu as un panel de patients diversifiés et donc, que tu as ces questionnaires où on te demande si le patient numéro un est hispanique Ok. ou Hmm. caucasien. Et là encore, la définition de hispanique, c'est pas il parle Ouais, espagnol. bien sûr. Tu vois, c'est l'ancêtre, le plus vieil ancêtre connu vient du continent bah, espagnol, Ouais, par ouais, ouais, exemple. ouais. Tu vois, c'est ça la définition. Donc, en fait, quand c'est pas un critère physique, Hmm. on est en sciences, on est en médecine, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique, ça a vraiment à voir avec les plus lointains ancêtres connus venaient de quel continent. Mhm. Ah, mais c'est super Tu vois, intéressant, hein. donc, Franchement, c'est non, vraiment super oui, oui. intéressant. Il y a des choses en médecine qui se mettent en place Ouais. en génétique. T'as des médicaments, les nouveaux médicaments, de la biotechnologie Mhm. où ben, tu as une médecine qui va faire un séquençage Ah génétique ouais. et qui Ok. va adapter dans certaines pathologies, oui. Il y a des médicaments à l'étude comme ça. C'est top. Ben, tu Ça, vois, donc c'est, mon idée ouais. intuitive n'était pas si fausse. Ça va. Non, 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 oui, oui, ça existe, ça Mais c'est existe. génial. Donc là, voilà, on a beaucoup de données. Je vais te prendre un exemple simple en cosmétique. Mhm. La cosmétique existe Oui. depuis des années. La cosmétique, ça teste. Donc, ils ont essayé de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de la peau humaine. Mhm. Oui, j'ai entendu parler Sauf de ça, que oui. Voilà. Mhm. Sauf qu'à l'époque, bah, les échantillons de peau qu'ils avaient, c'est pas un truc de Bien sélection. C'est sûr. juste que la population qu'ils avaient, c'était pas une population aussi diversifiée que maintenant Tout à qui est fait. inclus dans la recherche Ouais. Ouais, clinique, tu ouais, vois. ouais. Donc oui, moi je suis persuadée qu'il y a des choses à faire. On a d'excellents néphrologues, par exemple, en Guadeloupe, on a des pointures. Donc, je suis convaincue qu'il y a des choses à faire dans ce Non, domaine-là. mais ça fait vraiment plaisir parce que du coup, bah, ça tombe un peu sur ton podcast là, mais tous les profils avec qui j'ai un peu discuté, il y a toujours des idées comme ça qui se rapportent aux Antilles ou précisément à l'île d'origine de la personne. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça montre vraiment notre volonté d'innover, d'apporter vraiment nos compétences. Et je pense que c'est ça qu'il faut ben, pour nos territoires, quoi. Donc c'est vraiment top. Mm, je suis d'accord. Ouais. Du coup, ben, merci beaucoup, Tracy. On arrive sur la fin du podcast. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi et ben, je vais te laisser ben, nous dire un petit mot pour terminer. Un petit mot pour terminer. Alors, j'ai préparé l'interview, mais le petit mot, je ne l'ai pas Ah! préparé. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? La jeunesse guadeloupéenne est forte, elle est riche. Il y a beaucoup de cerveaux parmi nous. Alors, peut-être que tous ces cerveaux ne sont pas actuellement sur l'île, mais je suis convaincue que, tout comme moi, il y a beaucoup de jeunes qui ont le cœur en Guadeloupe, qui ont des projets pour l'île et qui, même s'ils ne rentrent pas tout de suite, peuvent peut-être œuvrer à distance euh, pour notre île, pour les plus jeunes et pour nos seniors qu'on a laissés là-bas. Donc voilà, la jeunesse guadeloupéenne est riche. Force à vous et on a des projets et voilà. Ben, merci beaucoup, Tracy. C'était vraiment super. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Merci, salut. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite!